Et on se retrouve dans Punchline ce soir sur Europe 1 avec Marine Le Pen. Bonsoir. Bonsoir. Candidate à l'élection présidentielle. Merci beaucoup d'être avec nous. Louis de Ragnel est là. Bonsoir. Bonsoir. Chef du service politique d'Europe 1. On va vous interroger d'abord, Madame Le Pen, sur les annonces d'Emmanuel Macron. 21 millions de Français ont suivi le discours qui devait d'abord parler de sanitaire et de santé, mais qui finalement a dérivé sur de la politique et de l'économie. C'était un discours de campagne pour vous? Oui, à l'évidence, c'était un discours de campagne. En réalité, Emmanuel Macron a profité d'une annonce qui n'était pas du niveau, d'ailleurs, du président de la République, qui était cette annonce de la troisième dose pour les plus de 65 ans, pour dérouler 20 minutes de discours de campagne devant, il le savait, évidemment, une vingtaine de millions de téléspectateurs. C'est pas très correct de sa part, mais surtout on s'aperçoit que il sait, comme assez traditionnellement d'ailleurs, lancer des fleurs, avec toute une série de mensonges, d'omissions sur l'ensemble des sujets qu'il a abordés. Que ce soit le chômage, que ce soit, ou alors des contradictions d'ailleurs quand on parle du nucléaire. Mais on va y revenir dans le détail. Voilà, que ce soit le chômage, la situation du pays, la pauvreté. Très objectivement, il y a beaucoup à dire sur la manière dont il a présenté son bilan. Juste sur le pass sanitaire, le fait qu'il lie le pass sanitaire à la troisième dose pour les plus de 65 ans, ça vous semble hors de contexte, hors de propos ou pas? C'est-à-dire que le problème, c'est que plus personne ne croit un mot de ce que dit l'exécutif, quoi. C'est ça la difficulté. C'est que en l'espace d'un an et demi, il y a eu une accumulation de mensonges, en ce sens que on a dit que les masques étaient inutiles quand ils étaient utiles. On a dit que le pass sanitaire ne s'appliquerait pas pour des choses de la vie quotidienne, le restaurant, le cinéma, et puis ça s'est appliqué. On a dit que en aucun cas la troisième dose, si elle était décidée, ne serait liée en réalité à la validité du pass sanitaire. Et puis en réalité, je parle de ça fin août. Hein, et puis on s'aperçoit qu'aujourd'hui c'est lié. Donc le problème, c'est que les Français ne croient plus un mot de ce qui sort de la bouche d'Olivier Véran ou d'autres ministres sur ce sujet. C'est grave parce que ça a des conséquences. Quand on de manière péremptoire rassure les gens sur ces sujets-là et que quelques semaines après, eh bien, on dit l'inverse, ça n'est pas bon pour la relation nécessaire de confiance entre le peuple et ses dirigeants. Louis de Ragnel. On entend très bien ce que vous dites sur les contradictions qui ont été pointées depuis le début de la crise sanitaire, mais quand même, à la décharge du gouvernement, la situation a évolué. Il y avait un niveau de connaissance qu'il n'avait pas au début de la crise et qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, vous, si vous étiez à la place d'Emmanuel Macron, vous auriez fait quoi sur la troisième dose, sur le pass sanitaire Bon, d'abord, j'aurais radicalement fait différemment sur l'intégralité de la crise sanitaire. J'aurais d'abord commencé, vous le savez, par fermer les frontières. Hein. On voit bien d'ailleurs que, en réalité, l'épidémie reprend dans les pays étrangers. Et on se dit, mais est-ce que c'est pas précisément en frontière? Et les autres pays remettent en place le pass sanitaire? Voilà, non, mais qu'il faut faire un effort tout particulier. J'aurais pas menti sur les masques, j'aurais pas menti sur les tests, j'aurais mis en place très rapidement une grande politique d'analyse des eaux usées, parce que c'est ce qui permet en réalité, 2 jours avant l'émergence d'un cluster, de savoir qu'un cluster va émerger et donc de pouvoir le circonscrire. J'aurais permis aux médecins de pouvoir soigner les patients, c'est-à-dire je n'aurais pas interdit les prescriptions, ce qui a été le cas, hein, puisque beaucoup de médecins sont aujourd'hui interdits de prescrire. Sur l'hydroxychloroquine? Mais sur ce qu'ils veulent, c'est pas le sujet, ils sont médecins, et nous on l'est pas. Et donc la liberté de prescription, c'est un principe, et on n'a pas à interdire aux médecins de pouvoir soigner. Donc j'aurais évidemment lancé l'ensemble de nos chercheurs sur des études pour savoir quels étaient les médicaments qui étaient efficaces, parce que la solution parallèle au vaccin, qui n'en est pas une manifestement, puisqu'on en est à la troisième dose et c'est toujours pas très efficace, c'est évidemment le traitement, mais pas le traitement pour les cas graves dont il parle régulièrement, le traitement précoce, c'est-à-dire le traitement qui fait qu'on évite les cas graves. On n'a que le vaccin aujourd'hui. Oui, d'accord, mais vous engagez quand même les Français à se faire vacciner. Pardon, mais on nous a dit que à partir du moment où on avait un schéma vaccinal complet, on était sorti d'affaire. Schéma vaccinal complet, c'était 2 doses. Bon, ça n'est pas vrai. Donc pourquoi s'avancer à affirmer des choses telles que celle-là, alors qu'on sait depuis des mois que le vaccin en réalité n'en est pas vraiment un. C'est une sorte de traitement préventif pour éviter les formes graves. Mais ça n'empêche pas d'attraper le Covid et ça n'empêche pas de transmettre le Covid. Pour autant, il faut se faire vacciner. Non mais d'accord, très bien. Non, mais je vous pose il faut se faire vacciner, il faut inciter les gens, leur expliquer qu'il est utile de se faire vacciner. Mais c'est une protection
individuel, le vaccin, en réalité. Et on nous a fait croire qu'il s'agissait d'une protection collective. Ça n'est pas le cas. Manifestement, cette immunité collective qu'on nous avait vendue, eh bien, n'existe pas. La preuve en est, c'est que 80% des Français sont aujourd'hui vaccinés et qu'il n'y a pas d'immunité collective. L'autre point qu'a évoqué Emmanuel Macron, c'est le chômage. Il s'est félicité que le chômage soit à un niveau extrêmement bas. On va écouter le président de la République et puis vous allez réagir ensuite. Cette stratégie du quoi qu'il en coûte, couplée aux 100 milliards du plan de relance que nous avons décidé grâce à notre initiative européenne, non seulement nous a permis de résister à la crise, mais de rebondir plus fort aujourd'hui. Notre croissance dépasse les 6%. La France est en tête des grandes économies européennes. Le chômage est au plus bas depuis près de 15 ans. Et nous sommes l'un des seuls pays du monde où le pouvoir d'achat a continué à progresser en moyenne et où la pauvreté n'a pas augmenté. Marine Le Pen, une réaction rapide. Chaque demi-phrase est un mensonge, une omission. Chaque demi-phrase, on peut les reprendre les unes après les autres. Le président de la République prend les chiffres du chômage du Bureau international du travail, dont on sait que les critères sont extrêmement restreints en réalité pour mesurer le chômage. Il ne parle pas d'ailleurs de ce dont parle le Bureau international du travail, c'est-à-dire le halo de chômage, donc c'est 3 millions plus 2. Moi, j'ai une réalité, c'est celle qui est donnée par Pôle emploi, je suis désolé. Et cette réalité, elle dit qu'il y a 5 871 000 demandeurs d'emploi, catégorie ABC, inscrits à Pôle emploi. Eh bien, il y en avait 5 550 000 en 2017. Il y a donc plus de chômage aujourd'hui qu'il n'y en avait quand Emmanuel Macron a été élu. Et c'est ainsi, en réalité, sur l'ensemble des affirmations qu'il fait. Il dit, regardez, on a rebondi, ça repart, on a 6% de croissance. Mais il oublie de dire que nous avons eu la perte la plus forte en 2020. C'est moins 8,1%. Moins 8,1%, quand l'Allemagne, elle, n'a eu que 4,9% de baisse. Donc, si vous voulez, tout est manipulé, les chiffres sont faux. La pauvreté, je suis désolé, mais aussi importante aujourd'hui qu'elle était en 1979. C'est pas non plus une très grande victoire. Donc, son bilan est mauvais. Je comprends qu'il ne souhaite pas l'avouer, mais les Français, eux, le ressentent. On vous retrouve dans un instant. Marine Le Pen, on reviendra sur votre proposition d'augmenter les salaires. Le travail doit payer, c'est ce que vous avez dit ce matin dans une tribune aux Échos. On y revient dans un instant dans Punchline. On se retrouve avec Marine Le Pen dans le grand oral de Punchline. Vous avez annoncé ce matin une proposition pour augmenter les salaires, un contrat d'entreprise qui garantirait un certain nombre de choses aux salariés. Expliquez-nous en quoi ça consiste. L'idée, si vous voulez, c'est de ne pas forcer les entreprises, comme par exemple, ce serait le cas si on leur proposait l'augmentation du SMIC, à augmenter des salaires quand elles n'en ont pas la capacité financière. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, nous on offre un dispositif aux entreprises. Si vous, entreprise, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, vous augmentez tous les salariés jusqu'à 3 fois le SMIC de 10%, alors nous gelons les cotisations patronales. C'est-à-dire que l'augmentation des cotisations patronales qui devrait être corrélée à cette augmentation des salaires, vous ne le paierez pas pendant 5 ans. Pourquoi ? Parce que en réalité, je pense que beaucoup d'entreprises prennent conscience que les salaires sont bas, qu'elles ont besoin d'augmenter les salaires, soit pour recruter, soit pour que leurs salariés soient payés à leur juste valeur. Mais c'est bien souvent, et elles sont souvent d'accord pour augmenter les salaires, mais c'est l'augmentation des salaires plus l'augmentation des charges patronales qui en est la conséquence qu'elles n'arrivent pas auxquelles elles n'arrivent pas à faire face. Donc c'est une manière d'inciter les entreprises à augmenter les salaires. Je pense que c'est une très bonne mesure parce que de surcroît, elle préserve la compétitivité de nos entreprises. C'est un cadeau fiscal aux entreprises que vous faites ? Non, c'est pas un cadeau fiscal. C'est pas un cadeau fiscal. C'est une incitation à, encore une fois, à embaucher ou à augmenter les salaires. Parce que moi, je fais beaucoup d'efforts. Quand je serai présidente de la République, je ferai beaucoup d'efforts pour pouvoir rendre du pouvoir d'achat aux Français, parce que vous savez, je veux rendre aux ménages entre 150 et 200 euros par mois par toute une
batterie de mesures qui touchent les familles, de mesures qui touchent le coût de l'énergie, des mesures concernant les jeunes. Mais je ne peux pas compenser ce que les entreprises ne font pas. Les entreprises doivent pouvoir augmenter les salaires, et pour qu'elles puissent augmenter les salaires, eh bien, il faut leur faire cette aide pendant 5 ans, qui d'ailleurs ne coûte rien à l'État, parce qu'en réalité, c'est non perçu. Donc ça ne coûte rien à l'État et ça permet d'augmenter massivement, évidemment, les salaires jusqu'à 3 fois le SMIC. Pourquoi jusqu'à 3 fois le SMIC? Pourquoi ce plafond? Parce que je pense qu'il faut que les classes moyennes soient incluses dans le bénéfice de ce dispositif d'augmentation des salaires qui est légitime. Alors sur une augmentation par exemple de 10% d'un salarié au SMIC, c'est 1 600 € de cotisation supplémentaire par an que l'entreprise n'aura pas à payer. Louis Dragnel. Dans votre réflexion, qu'est-ce qui vous a poussé à ne pas proposer, par exemple, la mesure de la baisse des cotisations patronales pour toutes les entreprises? Parce que là, vous en ciblez que certaines, et on sait bien qu'il y a un sujet plus global aussi, des charges qui pèsent sur les entreprises. Pourquoi vous n'avez pas opté pour cette option? Non mais d'abord, M. Ragnel, permettez-moi de vous dire que je suis pas tout à fait en accord avec vous. C'est-à-dire que l'idée consistant à dire c'est les charges qui en réalité sont une problématique pour les entreprises, et si on baisse les charges, eh bien les entreprises iront mieux et donc elles paieront mieux leurs salariés, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai, et on le sait puisqu'on a fait ça. Ça fait 30 ans qu'on fait ça. Ça fait 30 ans qu'on baisse les charges des entreprises régulièrement. Et je vous rappelle quand même le CICE, transformé en baisse de cotisation massive. Ça a été 20 milliards qui ont été accordés par an aux entreprises. Est-ce que ça a créé de l'emploi? Je ne le crois pas. Et est-ce que ça a augmenté les salaires? Encore moins. Donc, il faut aussi dire aux entreprises, voilà ce que j'attends moi de vous. Moi, État, je veux bien avoir une perte, en ce sens que je ne toucherai pas cette augmentation de cotisation. Je veux bien faire cet effort, mais je veux que, en contrepartie, vous, entreprises, vous fassiez l'effort d'augmenter de 10% les salaires jusqu'à 3 fois le SMIC, parce que c'est essentiel. Parce qu'encore une fois, les salaires en France sont trop bas. Et pourquoi pas les heures supplémentaires défiscalisées, qui a été du temps de Nicolas Sarkozy? C'est pas aussi un moyen de redonner du pouvoir d'achat aux Français? Oui, vous avez raison. Mais là, l'intérêt, c'est travailler autant pour gagner plus. Travailler autant pour gagner plus. Donc on n'est pas sur travailler plus pour gagner plus, on est sur travailler autant pour gagner plus. Et je crois qu'en l'occurrence, encore une fois, vu le niveau des salaires en France, c'est justifié, et vu la difficulté des entreprises à recruter. Parce qu'une partie de la difficulté dont vous parlez, qui est la difficulté de recrutement dans des secteurs qui sont des secteurs où le travail est difficile, on ne va pas se raconter d'histoire. L'hôtellerie-restauration par exemple. Par exemple, l'hôtellerie-restauration. Ils sont bien conscients d'ailleurs, les chefs d'entreprise de l'hôtellerie-restauration, que les salaires sont bas. Ils sont tellement conscients que l'UMI réfléchissait d'ailleurs à augmenter le salaire de 10% et éventuellement à accorder un 13e mois. Dans le BTP, ils sont bien conscients que c'est la corrélation entre la difficulté de l'emploi et le salaire qui est versé qui fait qu'ils ont des difficultés de recrutement. Avec cette proposition, encore une fois, on incite à recruter, mais chacun fait sa part d'effort. Et dans ces deux secteurs que vous citez, on sait qu'il y a beaucoup de travailleurs immigrés qui acceptent ces conditions précaires, ces conditions difficiles, ces heures supplémentaires. Là, vous voulez réserver ces emplois, encore une fois, c'est que je aux nationaux? Si vous voulez, je pense que de manière générale, le recours... il n'y aurait plus personne en cuisine. Non, mais je ne suis pas du tout sûr de ça, voyez-vous, parce que je pense que le recours, justement, massif à l'immigration, précisément parce que les travailleurs immigrés acceptent des conditions que n'accepteraient pas des travailleurs français, a contribué à peser à la baisse de manière générale sur les salaires en France. Et donc je ne veux pas ça. Moi je ne veux pas que, parce que si vous avez, c'est l'offre et la demande, si vous voulez, si vous avez énormément de travailleurs qui acceptent de travailler au SMIC, tout le monde se retrouve au SMIC en fait. Et tout le monde voit les salaires être sous une forme de chape qui n'augmente pas. En Grande-Bretagne, quand ils ont mis fin à l'immigration de travail, avec le Brexit, eh bien la conséquence immédiate, ça a été une augmentation de 8,8% des salaires. Voilà, parce que les entreprises ont bien pris conscience qu'à partir du moment où ils n'avaient plus cette main-d'œuvre à bas coût, parfois même, parce que parfois il y avait aussi du travail illégal, quand même. C'est beaucoup d'argent qui est distrait, le travail illégal.
il faudra travailler sur, évidemment, la lutte contre la fraude dans ce domaine, hein, parce que je crois que c'est à peu près 8 milliards que la sécurité sociale ne touche pas à cause du travail illégal. Mais parlons uniquement du travail illégal. Eh bien, ils ont bien pris conscience que c'était qu'en augmentant les salaires qu'ils arriveraient à trouver du personnel. C'est plutôt sain quand même. Marine Le Pen est l'invitée de Grand Oral de Punchline. On se retrouve dans un instant, on parlera des questions de sécurité. Gérald Darmanin s'est félicité que la délinquance n'ait jamais été aussi basse dans notre pays. Vous lui répondrez dans un instant. Marine Le Pen est l'invitée du Grand Oral de Punchline. On va parler sécurité. Hier, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, était en déplacement. Il a estimé que jamais la délinquance n'avait été aussi basse. Je vous propose de l'écouter et de réagir ensuite. L'activité montre que la délinquance baisse partout sur le territoire national, à l'exception d'un fait de délinquance qui augmente, vous savez, c'est les violences conjugales et intrafamiliales. Mais je constate que les cambriolages baissent, les violences contre les personnes, les attaques, par exemple les vols à main armée baissent. On pourrait multiplier ces exemples-là, et c'est notamment dû au fait qu'on a augmenté les effectifs et que surtout les policiers et gendarmes, au péril de leur vie, sont de plus en plus présents. Voilà. Et donc je pense qu'il faut leur rendre hommage. Et comme ils sont de plus en plus présents, ils sont de plus en plus au contact, eh bien ils sont malheureusement de plus en plus menacés. Marine Le Pen, votre réaction? La délinquance baisse? C'est un mensonge éhonté. Il n'y a pas un Français qui croit à ça. Et M. Darmanin, chaque fois qu'il est en difficulté ou que sa responsabilité est mise en cause, il met les policiers et les gendarmes devant lui pour tenter de se protéger des critiques. C'est pas digne de sa part. La réalité, c'est que la délinquance et l'ensauvagement dans notre pays est un drame. Et c'est un drame qui augmente. Quand il nous parle de la baisse des cambriolages, il inclut 2020 à l'intérieur. C'est sûr qu'il n'y a pas eu beaucoup de cambriolages. Les gens étaient chez eux, si vous voulez. Donc c'était moins facile de les cambrioler. Dans les statistiques des cambriolages en France, il faut quand même que vous sachiez qu'il n'y a que les résidences principales. C'est-à-dire qu'on ne sont comptabilisées. Exactement. On ne comptabilise pas les résidences secondaires, on ne comptabilise pas les entreprises qui sont cambriolées, les hangars, les bâtiments publics, les mairies, les écoles. Tout ça n'est pas comptabilisé. Donc c'est un gouvernement qui est toujours en train de manœuvrer et de tordre la réalité. Il n'y a qu'un malheur, c'est que les Français, ils ont des yeux, des oreilles, ils vivent eux dans la vraie vie et ils voient bien que la situation s'aggrave dans des proportions qui sont catastrophiques. Et notamment les atteintes aux personnes, les agressions gratuites, les atteintes à l'intégrité physique deviennent non pas des faits divers, mais un véritable fait de société qui est éminemment inquiétant et contre lequel je comprends bien que le gouvernement ne fasse rien puisqu'il refuse même de voir la réalité des choses. Donc quand vous n'êtes même pas fichu de faire le constat, il est sûr que vous n'êtes pas prêt à apporter des solutions. Oui, Draguel. Alors justement, les solutions, donc, face à l'accroissement justement de cette violence, outre les constructions de places de prison, vous avez toujours été assez constante sur cette question, enfin sur cette proposition-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on a l'impression qu'on a tout essayé, des gouvernements de droite, de gauche, ont essayé plusieurs alternatives. Il y a eu un durcissement des peines pour toutes les violences contre les policiers et les gendarmes, par exemple. Si ça, pour le coup, ça a été voté, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais arrêtez de dire que tout a été fait. Rien n'a été fait. Et c'est d'ailleurs, objectivement, plutôt rassurant, en ce sens que ça veut dire que si on fait, on va avoir des résultats. Rien n'a été fait. Ne me dites pas que les gouvernements de gauche et de droite ont fait preuve de sévérité. Que ce soit Rachida Dati ou Taubira, ils ont mené la même politique qui consistait à surtout essayer de faire en sorte que la prison ne soit pas mise en œuvre. Tout pour échapper à la prison. Donc on a commencé à ne plus mettre les gens en prison en dessous de 6 mois, puis en dessous d'un an, et puis après on a mis des peines alternatives, des tiges, des bracelets, tout ce que vous voulez, tout pour éviter la répression qui est pourtant nécessaire dans le domaine du crime. Par manque de place de prison ? Mais par idéologie aussi, par idéologie. En l'occurrence, pour Taubira, c'était purement de l'idéologie. Pour Dupond-Moretti, c'est purement de l'idéologie. C'est-à-dire que pour eux, ils considèrent que c'est la société qui est responsable de la criminalité et que la prison n'est pas une solution. Moi, je pense que la prison est une solution. Donc, il faut effectivement d'abord se donner les moyens. Se donner les moyens, c'est notamment en matière de justice. On l'a dit, on en a déjà parlé ensemble. Il faut évidemment que le nombre de magistrats soit beaucoup plus important. Il faut qu'en bout de chaîne, il y ait effectivement des endroits pour accueillir les délinquants et les criminels, pour les mettre en dehors de la société, pour qu'ils évitent, bien sûr, de continuer à sévir. Il faut que les étrangers, quand ils sortent de prison, soient renvoyés chez eux. Parce que, vous me dites, on a tout essayé. Bah, écoutez, ce que Nicolas Sarkozy a essayé, il l'a réussi. C'est une véritable catastrophe. C'est de supprimer la double peine. Pardon. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, il a fait en sorte que quand un criminel étranger sort de prison,
d'une prison française, ils restent sur les territoires français. Marine Le Pen, juste une question. Si vous êtes élu demain, on sait qu'une place de prison, ça met entre 6 et 7 ans avant de voir le jour, à partir du moment où c'est décidé. Comment est-ce que vous faites, justement, pour placer plus de gens en prison, dans la mesure où, si vous le décidiez, ça verrait le jour après votre quinquennat? Non, c'est pas vrai. Ça encore, c'est pas vrai. Si. Mais non, ça n'est pas vrai. Parce que vous parlez des prisons qui nécessitent une sécurité maximum. Oui. Mais dans le panel des prisons possibles, il y a aussi celles que l'on peut construire et transformer assez rapidement, d'ailleurs, pour les primo-délinquants. Les primo-délinquants n'ont pas besoin d'avoir un niveau de sécurisation d'une prison pour les criminels endurcis. Les habitants des communes ne veulent pas même de ces trucs pour primo-délinquants. Mais si. Ça ressemblerait à quoi? Mais si, les habitants, les habitants, ce qu'ils veulent, c'est être débarrassés des délinquants. Et ils préfèrent les savoir en prison, y compris dans leur ville, plutôt qu'en liberté dans leur rue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, on vend à tour de bras en France. Vous savez, le patrimoine français. On vend des hôpitaux. On vend des casernes, on vend des bâtiments qui sont des bâtiments où l'on peut recevoir du public. C'est assez facile de transformer très rapidement ces bâtiments en, encore une fois, prison pour primo-délinquants, prison pour très courte peine, qui ne nécessite pas, bien entendu, encore une fois, la sécurité que nécessite une prison de longue peine. Parce que quand vous prenez 15 jours de prison ou 3 semaines de prison, il est évident que vous n'avez pas peut-être la même tentation de tenter de vous en évader au risque de voir cette peine être multipliée par 3 ou par 4 que lorsque vous prenez 10 ans de prison. Donc il y a des moyens. En 6 mois, en 1 an? Oui, mais bien sûr, en 1 an, il y a largement le temps de commencer à ouvrir des places. Et entre-temps, encore une fois, on aura, à chaque fois qu'un étranger sort de prison, on l'aura renvoyé chez lui. Et peut-être même, puisque je l'ai proposé depuis de nombreuses années, on aura réussi à passer des accords avec des pays dont ils sont originaires pour qu'ils puissent purger leur peine de prison dans leur pays d'origine, quitte à ce que la France, d'ailleurs, contribue au coût de cet emprisonnement. Je préfère les savoir. Moi, là-bas, ça coûtera moins cher que ce que ça coûte ici. La France paierait pour emprisonner les ressortissants dans leur pays natal. Oui, au coût du pays natal, qui est largement moins cher que le coût en France. Hein. Tout a été essayé avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Non, rien n'a été essayé. Laissez-passer consulaires ont été accordés par la Tunisie, selon Gérald Darmanin. Pas grand-chose avec l'Algérie. Oui, parfois il suffit de demander. Moi, je crois qu'il suffit de demander. Et puis, si on demande et qu'on n'obtient pas, eh bien, il faut mettre en place des mesures de rétorsion. Ça s'appelle faire preuve d'autorité. Voilà. Et il faut faire preuve d'autorité. Car il n'y a aucune raison pour que les pays dont sont originaires un certain nombre de criminels qui sont dans notre pays ne respectent pas le droit international qui les oblige, encore une fois, à reprendre leurs nationaux. Il n'y a aucune raison. S'ils ne le font pas, il y a des mesures de rétorsion à mettre en œuvre. Il y a des mesures de rétorsion qui concernent, bien entendu, l'aide au développement que l'on verse. Il y a des mesures de rétorsion en matière de visa. Et on peut très bien indiquer, moi c'est ce que je ferai, si vous ne les reprenez pas tous ceux qu'on vous demande de reprendre, il n'y aura plus un seul visa qui sera accordé. Et puis, il y a effectivement, je l'avais proposé il y a plusieurs mois, et j'ai vu que M. Montebourg avait repris cette proposition, et je m'en réjouis, bloquer effectivement les transferts d'argent qui sont envoyés par les nationaux de ces pays à destination de leur pays d'origine. Et Marine Le Pen, moi dans ce que j'entends, dans ce que vous dites, ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement a tenté ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'ils ont menacé, ils ont rendu public l'absence de coopération de ces pays-là, les 3 pays du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie. Ensuite, ils ont menacé de conditionner les aides au développement. Ils l'ont fait. Non mais vraiment. Ils l'ont fait. Et ensuite, ce qui s'est passé, donc c'est ce qu'on a appris il y a quelques semaines, Emmanuel Macron a divisé par 2 les visas délivrés notamment à l'Algérie et au Maroc. Et on sait que pour le moment, les résultats sont égaux à 0. Et en fait, et je termine juste sur une chose, je vais vous faire remarquer ça. C'est typiquement, par exemple, avec le Maroc. Ce qui se passe, c'est que si on réduit les aides au développement, des entreprises françaises, par exemple, qui sont en train de travailler sur la construction du grand métro de Rabat, eh bien, le Maroc va dire, c'est terminé, vous ne nous aidez pas pour le développement, eh bien on dégage les entreprises françaises. Sur la question des visas... C'est-à-dire qu'en fait, c'est nous qui payons les entreprises françaises en réalité avec notre argent, c'est ça ? Non, mais en tout cas, c'est ça. Il y a des marchés que récupèrent des entreprises françaises à l'étranger qu'elles ne pourront plus avoir justement à cause de ces mesures de rétorsion. C'est une décision politique pour le coup qu'il faut assumer. Est-ce que vous l'assumez, vous ? Oui, moi je l'assume totalement.
Moi, je l'assume totalement parce que je pense que la présence sur notre territoire de délinquants et de criminels est un problème urgent à régler. Donc, j'assume totalement. Mais moi, j'ai plutôt entendu un certain nombre de pays qui commencent à dire oui, c'est vrai, par exemple, les mineurs isolés, il faut que probablement on fasse un effort et qu'on les récupère. Donc moi, je crois beaucoup à la diplomatie. Mais la diplomatie, si vous voulez, c'est pas faire des menaces et ne pas les mettre à exécution. Parce que ça, c'est catastrophique. Vous n'avez plus aucune autorité. Plus personne ne vous croit quand vous faites ça. Or, c'est bien souvent ce que fait Emmanuel Macron. C'est ce qu'il a fait avec les États-Unis, d'ailleurs, et avec l'Australie, à l'occasion des sous-marins. Attention, hein, je vais rappeler mes ambassadeurs. Ça a duré 12 heures. Bon. Donc ça ne marche pas. Or, il faut que ça fonctionne, car il n'y a aucun peuple au monde qui accepte d'être obligé de conserver sur son territoire des gens qui volent, qui tuent, qui violent. C'est inadmissible, mais c'est inadmissible pour chacun d'entre nous. Donc si ces pays ne souhaitent pas comprendre cela, alors on va leur faire comprendre. Parce que je crois que l'Algérie, c'est 880 000 visas par an. Permettez-moi de vous dire que ça va leur faire tout drôle si jamais ça s'arrête. Pas 50%, pas 30%. Zéro. Marine Le Pen est l'invitée de Punchline. On se retrouve dans un instant, on parlera de la campagne présidentielle et de ce qui se passe à droite du côté des Républicains. À tout de suite. Marine Le Pen est l'invitée exceptionnelle du grand oral de Punchline. Un mot de politique de la campagne des Républicains qui bat son plein. Ils vont désigner le ou la candidate d'ici le mois de décembre. Est-ce que vous suivez ce qui se passe du côté des Républicains, les idées qui sont proposées par les uns et les autres? Il suffit que je lise mon propre projet, d'ailleurs, pour suivre les idées qui sont exprimées par LR, puisque j'ai plus de concurrents, j'ai plus que des clones maintenant. C'est-à-dire que c'est un concours, savoir qui va ressembler le plus en réalité dans le cadre de son projet à celui de Marine Le Pen. Donc j'entends des référendums sur l'immigration, des boucliers constitutionnels, un moratoire sur l'immigration, etc., etc. Je pourrais m'en réjouir en réalité de cette victoire idéologique, mais je sais très bien que ces gens ne mettront jamais en application ce qu'ils disent. Et je le sais d'autant plus qu'ils ont déjà été en situation de mettre en application ces promesses. Et ils n'ont jamais tenu leurs promesses. Donc, ils ne feront pas demain ce qu'ils n'ont pas fait hier. Et moi, j'ai du bon sens. Et encore une fois, quand un chirurgien m'a raté, je ne retourne pas voir le même chirurgien pour lui demander de réparer l'opération ratée. Vous voyez. Éric Ciotti est assez proche d'un certain nombre de vos thèses. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher de lui ou lui de vous? Oui, j'ai pas tellement de raison de me rapprocher d'Éric Ciotti, mais Éric Ciotti, encore une fois, la limite de sa sincérité, c'est la suivante, c'est quand on lui dit, mais enfin, vous dites exactement la même chose que Marine Le Pen, donc du coup, est-ce que vous voteriez pour elle au second tour? Réponse non. Bon, ben voilà. Les réponses oui pour Éric Zemmour. Voilà, donc ce qui est d'ailleurs assez paradoxal pour le moins. Bon. Donc tout ça démontre encore une fois la sincérité. Maintenant, moi, je souhaite faire un gouvernement d'union nationale. Je suis sûr que chez les LR, mais ailleurs aussi, hein, ailleurs, des gens qui viennent de la gauche patriote, de la gauche souverainiste, il y a très certainement des gens qui demain seraient capables de participer à un gouvernement d'union nationale. C'est évidemment fondamental. Pourquoi? Parce que la France va très mal, parce que dans son identité, elle est mise en cause, parce que dans sa liberté de peuple, de nation, elle est aujourd'hui en danger. Et donc, quand un pays est en danger, le peuple tout entier, le peuple de France tout entier, doit venir à son secours. Et là, on ne regarde pas les étiquettes politiques, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, de quelle boutique es-tu ou de quelle chapelle. Ça n'a pas de sens. Mais ça veut dire que dans votre gouvernement d'union nationale, vous pourriez proposer, je sais pas, donc à Éric Ciotti, Laurence, vous venez d'en parler, Xavier Bertrand, Michel Barnier? Je pourrais proposer à des gens qui partagent les mêmes idées fondamentales que les miennes. C'est-à-dire des gens sincères. Parce que s'il s'agit de placer des gens qui ont failli et qui ont menti, non merci, c'est bon, les Français, ils en ont eu assez. Je pense que si ils m'élisent présidente de la République, c'est pas pour revoir, en l'occurrence, les mêmes personnes qui n'ont pas fait preuve à leur égard, ni d'honnêteté, ni de courage. Donc, je prendrai avec moi les gens qui ont envie de faire, c'est-à-dire qui ont le courage de faire. Parce que vous voyez, le constat, ils sont capables, on le voit bien d'ailleurs, de le copier. Il y a une chose qu'ils peuvent pas copier, c'est la volonté et le courage. Ça, ils peuvent pas copier.
Alors, je sais Parce que ça, c'est à l'intérieur de soi qu'on l'a, la volonté et le courage. Et je suis convaincu qu'ils n'ont ni la volonté ni le courage. Parce que si c'était le cas, en tout cas ceux qui se présentent là, eh bien, ils auraient fait connaître cela quand ils étaient en situation de régler les problèmes de la France. Or, ils les ont laissés s'aggraver. Vous n'aimez pas les sondages, ils sont assez constants dans la tendance des dernières semaines, avec Emmanuel Macron en tête et Éric Zemmour tantôt devant vous, tantôt derrière vous. Est-ce que c'est un véritable danger pour vous, Éric Zemmour, ou est-ce que c'est un danger pour les Républicains? Moi, je pense que c'est un danger pour les Républicains. Bon, c'est mon analyse, si vous voulez. Ce que je vois d'ailleurs, c'est que au second tour, je suis celle qui est capable de battre Emmanuel Macron. Donc la promesse d'Éric Zemmour, et c'est cela probablement qui sera en réalité son plafond, c'est que la promesse d'Éric Zemmour de faire mieux que Marine Le Pen au second tour, eh bien cette promesse n'est pas remplie. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire dans l'intégralité des études qui sont faites, il fait moins bien que moi, donc il a moins de chances de pouvoir battre Emmanuel Macron. Or, dans ces conditions, la vraie question c'est qu'est-ce qu'apporte sa candidature, qu'est-ce qu'elle apporte de plus, puisque sur beaucoup de domaines qui sont des domaines essentiels pour ses électeurs, eh bien il dit quasiment mot à mot la même chose que moi. Il propose exactement les mêmes mesures. Il n'y a pas une seule mesure, me semble-t-il, à part les mesures un peu folkloriques et un peu outrancières, à mon sens, comme les prénoms. Il n'y a pas une seule mesure nouvelle, innovante dans le domaine de l'immigration. Vous lui avez parlé récemment ou Non, je ne lui ai pas parlé récemment. Et vous ne le souhaitez pas? Voilà, enfin, je crois qu'il est inatteignable aujourd'hui, si vous voulez. C'est-à-dire c'est-à-dire que personne ne peut lui parler, Éric Zemmour, aujourd'hui. En fait, parce qu'il a le sentiment d'être le général de Gaulle réincarné, et voilà, et qu'il est autocentré, et que il a des ailes, et qu'il n'a pas l'expérience peut-être que moi j'ai en tout cas de dire attention au mirage, parce qu'une campagne électorale présidentielle, c'est un long chemin. C'est un chemin difficile, dans lequel il faut de la pugnacité. Et c'est aussi un parcours initiatique. Il faut avoir souffert. De la résilience? Il faut avoir souffert. Il faut être tombé. Il faut s'être relevé. Or, Éric Zemmour n'a jamais fait cela, si vous voulez. Et Éric Zemmour, il n'a jamais, par exemple, appelé, il dit l'immigration est un problème majeur de notre pays. Je partage. La France est en danger. Je partage. Sauf que lui, il n'a jamais appelé à voter pour un candidat qui luttait contre l'immigration et pour la sauvegarde de la France. Jamais. La première personne pour qui il appelle à voter, c'est lui-même. Vous voyez ? Bon, pour moi, ce sont des choses qui disent quelque chose. Il m'attaque avec beaucoup de violence. Vous aussi? Non, il m'attaque avec beaucoup de violence. Il dit que vous êtes de moi. Voilà. Honnêtement, c'est des deux côtés maintenant. Non, mais permettez-moi de répondre quand même sur les sujets sur lesquels je suis en désaccord avec lui. Il est un concurrent, donc il exprime ses désaccords avec moi avec des arguments qui sont pas toujours très chevaleresque, dirons-nous, puisqu'il est attaché à l'histoire et très chevaleresque. Mais moi, j'exprime les désaccords politiques que j'ai avec lui. Mais moi, je n'ai pas de responsabilité dans la situation du pays, monsieur Marignel. Je n'en ai pas. Lui non plus. Non, mais lui, si, un peu. Un peu, parce que lui, il a voté 2 fois Mitterrand en 81 et en 88, d'accord? Bon, Mitterrand en 81, excusez-moi, hein, c'est le gouvernement avec des communistes, c'est la régularisation massive de clandestins, c'est la financiarisation, de l'économie. Et pardon, mais il y est retourné, Éric Zemmour, en 1988. Donc, il n'a pas de responsabilité directe. Mais disons qu'il a voté pour quelqu'un qui a très largement contribué à mettre la France dans la situation dans laquelle elle est. Ça n'est pas mon cas. Donc, j'aurais pensé que peut-être il aurait pu faire preuve à mon égard d'un peu de mansuétude. Non. Il en fait preuve à l'égard d'Emmanuel Macron. De manière tout à fait étonnante, il n'attaque jamais Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, personne ne l'a entendu à la suite de l'allocution du président de la République. Je trouve ça étonnant. Moi, il y avait juste une question justement sur le possible rapprochement que vous pourriez faire avec Éric Zemmour, parce qu'on voit bien dans vos entourages, vous, Marine Le Pen et celui d'Éric Zemmour, il y a beaucoup de gens qui disent c'est quand même dommage, on partage les mêmes constats, on n'est pas très loin des solutions communes. Je sais qu'il y a Robert Ménard et Gilbert Collard notamment qui avaient tenté un rapprochement. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut voir le jour avant le premier tour? Ou est-ce que vous pensez que c'est définitivement terminé et donc il y aura 2 candidatures avec globalement des projets très proches qui seront présentes au premier tour de la présidentielle, avec le risque du coup qu'aucun des deux pour le coup ne soit qualifié au deuxième? Alors des projets très proches dans le domaine de l'immigration, de l'insécurité, de la souveraineté nationale.
Pas dans le domaine économique, hein. Parce que dans le domaine économique, nous avons des visions qui sont incontestablement divergentes. Est-ce qu'il y a possibilité d'un rapprochement avant le premier tour? Non, je crois qu'il a décidé d'être candidat. En réalité, la seule possibilité, ce serait qu'il décide de ne pas être candidat. Et vous? Mais il a décidé d'être candidat. Non, mais moi, je suis candidate. Moi, je suis soutenue par un mouvement politique qui est le premier mouvement de France, hein, qui a été en tête aux européennes. Je vous rappelle tout de même. J'ai des millions de gens. J'ai 7 millions de gens qui ont voté pour moi lors de la dernière élection présidentielle. Pardon. Mais en revanche, qu'il y ait à un moment donné la nécessité que les Français se rassemblent pour battre Emmanuel Macron, oui, bien sûr. Mais à partir du moment où il est candidat, eh bien, c'est un concurrent. Et donc, nous allons faire campagne. Et puis, après tout, ce sont les Français qui décideront qui sera face à Emmanuel Macron. Moi, je leur dis, je suis, et je l'ai toujours été en réalité, celle qui est capable de battre Emmanuel Macron. Parce que le niveau que j'atteins au second tour de l'élection dans les différentes études d'opinion est un niveau qui permet de sortir Emmanuel Macron de l'Élysée parce qu'il a fait énormément de mal. Le candidat de la droite républicaine, on ne connaît pas son nom, est aussi en mesure de remporter l'élection face à Emmanuel Macron dans les sondages. Vous avez raison, mais lui, il est pour l'instant pas en mesure d'être au second tour, donc ça pose quand même un problème. Hein, parce qu'il pour arriver au second, faut quand même passer la barre du premier. Non, moi, juste une question, parce que je trouve que les symboles parfois ont beaucoup d'importance. Qu'est-ce que vous feriez le premier jour, le lendemain de votre élection présidentielle? Moi, je crois, on m'a souvent posé la question, qu'est-ce que vous feriez comme déplacement le lendemain de l'élection présidentielle? Moi, je crois que j'irais à Bruxelles pour leur expliquer comment ça va pas être la même chose demain que hier. Voilà. C'est-à-dire que je vais aller les voir en leur disant, voilà, je considère que les intérêts supérieurs de la France sont ceux-là. Et par conséquent, je vous annonce d'ores et déjà que je vais faire voter par les Français un référendum sur l'immigration dans lequel sera inclus la primauté de la Constitution française sur les textes européens. Donc, je ne vous prends pas en traître, je vous le dis très clairement, et je défendrai les intérêts de mon pays, la France, comme d'autres pays d'ailleurs le font, mais comme la France ne le fait plus depuis, hélas, de trop nombreuses années. Comme la Pologne est en train de le faire face à l'arme migratoire qui est utilisée contre elle, par exemple. Et ça va faire un gros changement pour Bruxelles. Merci beaucoup Marine Le Pen d'être venue ce soir dans le Grand Oral de Punchline. Merci Louis de Ragnel.